Tout le monde peut dire ça, mais ce n'est pas le Burkina. Quand on vous donne de l'armement, qui coûte plusieurs milliards de francs CFA, et quand on continue même par des canaux diplomatiques à vous alimenter encore, vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour dire qu'on ne vous assiste pas en matière de lutte contre le terrorisme. C'est méchant, c'est inhumain, c'est irresponsable. Qui est plus en nombre chez qui? Mais c'est les 3 pays qui sont pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire abrite le plus gros contingent. Je ne veux faire de leçons à personne, mais s'il vous plaît, on ne peut pas insulter notre intelligence. Les accords, la circulation entre les personnes se font d'organisation à organisation. Cette décision qu'ils ont prise, ils ont consulté la CEDEAO. De façon unilatérale, ils s'asseyent, ils prennent une décision que nous, on a laissé les véhicules rentrer. Voilà ce qu'on va faire, par rapport à des gens qui sont une organisation. Mais c'est un mépris. C'est que l'AES, en son sein, il paraît de façon symbolique être un bloc. Mais en réalité, en interne même, il y a des dissensions. Je prends un exemple. Le Niger, il a rétabli ses relations diplomatiques avec... Il faut endoctriner le peuple au maximum. Il faut endoctriner le peuple. Il faut trouver un ennemi. Au début, l'ennemi, c'était la France. La France est partie. Après, l'ennemi est devenu la Côte d'Ivoire. Après, c'est devenu le Bénin et autres. Finalement, ils sont face à la triste réalité. On arrive au point de... Le point de chute de la sortie de l'AES. Pour moi, la création de l'AES, c'est une pure imposture. Une imposture. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pourquoi une imposture? Une imposture parce que l'AES, cette confédération-là a été créée uniquement... Vous savez que les moyens, les leviers des États membres de l'AES, c'est la manipulation. L'un des leviers d'action pour arriver au bout de leur objectif, c'est la manipulation et la propagande. Malgré la présence des forces internationales qui devraient aider à réduire ce terrorisme-là, c'est le gouvernement malien qui a pu lui-même, avec ses forces maliennes, rétablir l'ordre. Donc je vais... Même la création de l'AES. L'AES, allez-y. Pour moi, la création de l'AES, c'est une pure imposture. Une imposture. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pourquoi une imposture? Une imposture parce que l'AES, cette confédération-là a été créée uniquement pour le non-respect des textes de la CEDEAO, pour ne pas revenir à la vie constitutionnelle, légale, normale. Mais on ne peut pas revenir justement sur cette histoire de l'AES, aussi vous dira, on sort de la CEDEAO parce qu'on reproche des choses à la CEDEAO. On estime qu'elle est aux ordres, entre autres. Alors pour reprocher quelque chose de la CEDEAO, pour lutter contre ce dont on reproche à la CEDEAO, il faut rester au sein de cette organisation-là et mener des réformes, comme un certain président comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit, pour aller vers l'idéal dans lequel on voudrait que la CEDEAO se positionne pour le bien des peuples et pour le bien des pays. En attendant, oui. Donc pour répondre à votre question... L'imposture continue selon vos propres termes, et l'imposture dit, nous, on ne demande pas de visa aux ressortissants de la CEDEAO qui viendraient. Alors, vous savez que les moyens, les leviers des États membres de l'AES, c'est la manipulation. L'un des leviers d'action pour arriver au bout de leur objectif, c'est la manipulation et la propagande. Alors, dire qu'on ne va pas donner un visa au pays de la CEDEAO, pour moi, ça n'a pas de... c'est une manière de se dédouaner et pour dire, bon, nous, on a décidé de partir, mais néanmoins, on permet aux habitants ou au peuple de la CEDEAO qui souhaiteraient venir chez nous de venir sans problème. Alors, le problème est que la CEDEAO, ce n'est pas uniquement la libre circulation des personnes. Il y a plein d'autres institutions qui se trouvent à son sein. Donc, ou arriver même à son sein. Alors, la réaction des chefs d'État, pour moi, elle est salutaire. Cette réaction de fermeté, pour moi, est une manière pour moi de dire à la CEDEAO, comme ils l'ont si bien dit, il n'y a pas une CEDEAO à la carte. Il faut soit rester en son sein et mener des actions pour que les choses évoluent, ou tout simplement partir. Et dans ce moment-là, les chefs d'État prendront acte de leur départ et les textes vont être mis en vigueur, ce qui impactera, bien sûr, évidemment, le quotidien des peuples, mais on y reviendra. On reviendra. J'aimerais avoir votre avis, Herman, justement, sur ce sujet. Kébré estime que c'est de la pure manipulation, une imposture, voilà le mot qu'il a utilisé. La création de l'AES, c'est une imposture. Bon, sans refaire le débat de la création, regardons un peu les deux postures, CEDEAO et AES aujourd'hui. Je voulais juste rappeler ici les greffes que les 3 chefs d'État qu'ils ont soulevées, au regard desquels ils ont décidé que leur pays se retire de la CEDEAO. Je reviens sur les greffes et puis on va voir ensemble l'éloignement des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Il y a aussi l'influence des puissances étrangères. Il y a également l'adoption de sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation des propres textes de la CEDEAO. Et enfin, il y a la non-assistance aux États de l'AES dans la lutte contre le terrorisme et les sécurités. Quand on prend ces 4 points qui sont soulevés et qui ont été les greffes en janvier, sur lesquels les chefs d'État ont posé le postulat qu'ils devaient quitter, je pense que quand on prend, il y a quand même des éléments de réponse pour chacun des greffes. Je ne vais pas venir épiloguer là-dessus. Le confrère burkinabé, c'est son pays, donc il a sa lecture de la chose. Mais je veux dire que en tant qu'Africain, on a quand même, on regarde un peu les crises qu'il y a eu jusque-là. Si on prend le cas du Mali, la question du terrorisme dans une bonne région du Mali,
malgré la présence des forces internationales qui devraient aider à réduire ce terrorisme, c'est le gouvernement malien qui a pu lui-même, avec ses forces maliennes, rétablir l'ordre. Donc je veux dire que pour ces différents points qui ont été les griefs portés partout, il y a des éléments de langage. Au-delà de ça, aujourd'hui, si on arrive, je pense bien qu'on peut spéculer sur qui gagne ou qui perd. Parce que ça ne sert à rien de se muscler que les bras. Lorsque même la CEDEAO donne un délai de 6 mois, malgré pour donner une chance à la médiation. le délai définitif qui est en janvier 2025, mais en plus je propose 6 mois d'observation pour pouvoir amener, voir si les 3 États de l'AES vont revenir à la raison. Et bien avant, il faut rappeler que c'est la CEDEAO qui a choisi le président sénégalais, Diomaye Faye, comme médiateur. Comme médiateur, parce que lorsqu'on lit les éléments de langage de la gouvernance aujourd'hui des dirigeants sénégalais, c'était porté sur le panafricanisme, donc qui se rapprochait des idéaux des dirigeants de l'AES. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on occulte cela. Qu'on le veuille ou pas, l'AES, la confédération de ces pays-là, c'est quand même une grande force. C'est 72 millions d'habitants. Si on veut regarder par rapport à la CEDEAO, c'est aussi un grand territoire, près de 1 200 000 kilomètres carrés, c'est bien ça. Donc, Plus de 2 millions. Plus de 2 millions de kilomètres carrés. Quand on regarde, donc forcément, il y a une perte de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que la médiation aura une chance justement pendant ces 6 mois à venir? La médiation peut avoir une chance, mais il faudrait que qu'il y ait un cadre d'échange dans lequel les différentes parties, c'est-à-dire que les pays de l'AES et la CEDEAO, puissent regarder ensemble les griefs. Parce qu'on ne va pas demander aux États de l'AES de revenir dans la CEDEAO sans qu'on ne tienne compte des griefs qu'ils ont soulevés au départ. Et en ce moment, on aura examiné où il y a surenchère, où il n'y a pas, pour que ça puisse se régler. Aujourd'hui, quand on regarde la posture de Diomaye Faye, il s'est dit, on l'a envoyé en mission, mais en réalité, est-ce qu'il peut aujourd'hui amener l'AES à repartir dans la CEDEAO sans régler les questions existentielles fondamentales que ces États-là ont soulevées? Très bien. Diomaye Faye a donné sa position. Il dit, rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États du Sahel, puisqu'elle est déjà là et répond à un besoin sécuritaire. Mais en même temps, cela ne devrait pas, de son point de vue, expliquer une désintégration de la CEDEAO. Élisée Bogbe, votre point là-dessus, justement. OK, d'accord. Moi, je voudrais déjà, mon premier commentaire, féliciter le chef d'État de la CEDEAO et la CEDEAO dans son, je veux dire, les décisions prises hier lors de son sommet, ordinaire. Je voudrais féliciter les chefs d'État de la CEDEAO. Je suis bien curieux que ceux-là qui, depuis quelques mois, ont eu pour élément de langage le fait que la CEDEAO prend des sanctions, la CEDEAO a une attitude inhumaine, de ne même pas avoir salué l'attitude de la CEDEAO. De ne même pas avoir salué l'attitude de la CEDEAO. Ils auraient dû faire quoi, Élisée? Mais attends, la CEDEAO pourrait prendre acte et dire à partir du 29, là, c'est fini, c'est fini. Parce que la médiation a été lancée depuis. Diomaye Faye a fait tout ce qu'il fallait. Le 29 janvier, c'est la fin en réalité. C'est-à-dire qu'on déclenche le processus. La CEDEAO pourrait s'arrêter à ça. Je prends acte et puis on arrête là. Pourquoi la CEDEAO insiste-t-elle justement? Mais justement parce que la CEDEAO, je l'explique. Mais c'est ça, c'est là qu'on voit toute la mesure de la mauvaise foi des gens d'en face en fait, en réalité. Parce que la CEDEAO montre des signaux de sa volonté d'apaiser la situation, d'apaiser la tension et d'aller vraiment à une unité. Il y a une volonté manifeste de la CEDEAO, ça on peut quand même reconnaître ça. Ceux qui durant tout le temps ont commencé à crier que la CEDEAO a menacé, que la CEDEAO était inhumaine, a pris des sanctions à gauche à droite. Mais quand la CEDEAO fait ça là, ils sont où? Bouche cousue, motus cousu, quand c'est la CEDEAO fait ça là, on ne trouve pas que la CEDEAO est en train de mener une action salutaire. Ça, on s'était là-dessus. Et puis je trouve que il a évoqué les différents points de grief et tout ça. Mais à un moment donné, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, ou bien on peut avoir un certain nombre de ressentiments, mais il faut garder de la mesure, il faut avoir de la bonne foi. Il faut éviter d'avoir de la mauvaise foi. On ne peut pas dire, et ça moi ivoirien, je ne peux jamais l'admettre, parce que c'est une injure à la Côte d'Ivoire. Dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a rien fait et que les pays de la CEDEAO sont restés en marge. Pour moi, non, que les pays de la CEDEAO sont restés en marge de la lutte contre le terrorisme. Voilà, de la souffrance. Je trouve que c'est méchant, c'est inhumain. Parce que nous, on a perdu des soldats au Mali. Ils n'étaient pas allés pour du tourisme, ils pouvaient rester à Abidjan ici. Donc déjà pour ça, on peut avoir un peu d'humanité et puis le reconnaître. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, qu'on a été solidaire. Ces soldats, ils sont morts en quoi? Dans quel cadre? Ils n'étaient pas en train de se promener à signer puis ils sont morts. Ils sont allés combattre le terrorisme au Mali. C'est là-bas qu'ils ont perdu la vie. Et on n'a jamais perdu autant de soldats au Mali qu'on a perdu même sur les différentes opérations, les théâtres d'intervention de l'armée ivoirienne à l'extérieur. Donc ça au moins on peut le reconnaître. En le disant, moi c'est une injure, moi en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas l'admettre. Je trouve que c'est méchant, je trouve que c'est inhumain et je trouve que c'est irresponsable de tenir de tels propos. C'est ça, selon vous, est-ce qu'il faudrait donc continuer à poursuivre cette médiation selon vous? Je vais y arriver. Déjà, ça c'est la première chose. Le sacrifice des soldats, pour moi, le sacrifice ultime. Quand tout le monde peut dire ça, mais pas le Burkina. Quand on vous donne de l'armement, qui coûte plusieurs milliards de francs CFA, et quand on continue même par des canaux diplomatiques à vous alimenter encore, vous ne pouvez pas venir nous asseoir pour dire qu'on ne vous assiste pas en matière de lutte contre le terrorisme. C'est méchant, c'est inhumain, c'est irresponsable. Donc il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, je pense qu'on peut ne pas être content de certaines attitudes, mais nous, on est africains. Et la reconnaissance, c'est la mémoire de l'âme. À un moment donné, il faut reconnaître quand même ce que les gens ont fait pour vous, même si aujourd'hui vous estimez que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec eux. Ça, c'est important de le souligner. Deuxièmement, quand je vois le communiqué des ministres des Affaires étrangères, si on peut nous le ramener, le point 3, ça m'a fait sourire un peu quand j'ai regardé le point 3. Mais vous savez,
il y a un vrai problème. Excusez-moi du terme. Regardons le point 3 ensemble. On va lire. Les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée de leur territoire à tous les ressortissants de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. OK. Quel immigrant inadmissible selon vous? C'est à eux de nous définir, je ne sais pas. C'est certainement qu'ils viendront nous définir ça. Mais ce que je veux dire, vous voyez, je ne veux faire de leçons à personne, mais s'il vous plaît, on ne peut pas insulter notre intelligence. Les accords, la circulation entre les personnes se font d'organisation à organisation. Cette décision qu'ils ont prise, ils ont consulté la CEDEAO. De façon unilatérale, ils s'asseyent, ils prennent une décision que nous, on va laisser les véhicules rentrer. Voilà ce qu'on va faire, par rapport à des gens qui sont une organisation. Mais c'est un mépris. Est-ce qu'ils devraient consulter la CEDEAO? Mais c'est de la méprise. Ils estiment qu'ils sont une organisation. Vous et moi, quand l'État de Côte d'Ivoire décide de prendre une décision en rapport avec les pays européens ou avec les pays de l'Afrique centrale, l'État de Côte d'Ivoire, bien la CEDEAO, le fait d'organisation à organisation. L'État de Côte d'Ivoire ne s'arrête pas unilatéralement pour dire à partir d'aujourd'hui, tous les responsables qui viennent de pays doivent avoir visa ou doivent plus avoir visa. C'est toujours des choses qui se font entre États, entre organisations. Mais il y a une méprise ici. Vous voulez prendre une décision vous seul. Et puis maintenant, la CEDEAO, nous, on doit se soumettre à la décision que vous avez prise. C'est-à-dire, nous, on doit le faire, on doit vous suivre comme ça. Mais il y a un manque d'élégance, il y a un manque de respect, il y a de la méprise dans tout ce qui est fait. Et ça, moi, je ne peux pas, en tant que citoyen africain, ému ou bien mu par cette volonté-là de promouvoir le panafricanisme. C'est-à-dire que l'union des Africains, la libre circulation des Africains, la solidarité des Africains, accepter de tels communiqués, accepter de telles attitudes. Il y a vraiment une méprise. Et je crois que l'exemple de la AES, comme je le dis depuis toujours, doit faire preuve de retenue, de mesure et vraiment de responsabilité dans tout ce qu'ils font. Et avant d'aller à Paris, que devrait donc faire la CEDEAO vis-à-vis de ce communiqué, puisque vous estimez que c'est de la méprise? Je pense que la CEDEAO, comme c'est dirigé par des personnes assez responsables, ils ont anticipé. Ils ont un médiateur. Donc le médiateur, c'est des questions sur lesquelles il va discuter avec eux justement, et puis on trouvera un terrain d'entente. Barry, je vous voyais donc écouter les autres avec beaucoup d'attention. Quel est votre point de vue justement? On ne reviendra pas sur les griefs, mais la décision des États de la CEDEAO pour de dire, attention, poussons jusqu'au 30 juillet, histoire de donner la chance à la médiation. On ne sait jamais. Votre regard et puis la décision de l'AES sur la circulation des biens et des personnes. Moi, je salue l'initiative des chefs d'État de la CEDEAO parce qu'il ne faut jamais mettre à l'écart la diplomatie. Quels que soient les points de discorde entre des parties, il faut toujours donner la chance à la diplomatie. La guerre en Ukraine est un exemple parfait. Les Américains et les Russes sont à couteau tiré. Mais ça n'empêche pas certains canaux de ces pays-là de se parler. Oui. La preuve, la dernière fois, quand la Russie lance le missile hypersonique, ils préviennent les Américains. Donc, ce n'est pas nous ici, un peuple frais, pays en difficulté économique, on ne va pas se parler. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, quelle est la pomme des discordes réels? Parce que si on n'identifie pas le problème réel, on ne peut pas résoudre le problème. On est revenu sur les griefs. Non, c'est des griefs. Élysée a évoqué, comment dirais-je, le cas des militaires. L'actuel chef d'état-major adjoint de l'armée burkinabé, le colonel Moussa Diallo, il a dirigé des troupes burkinabés à Tombouctou en 2012-2013. C'est connu de tous. Dans une mission de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tous ces soldats-là étaient là en 2012, quand il a fallu aider le Mali. Maintenant, si aujourd'hui on veut occulter tous ces soldats qui ont été tués, d'autres ont été traumatisés parce que ce n'est pas une guerre facile, si on veut occulter tout ça, je laisse la personne assumer les propos. Mais le vrai point de discorde concerne la gestion des transitions. Tant que vous ne posez pas le problème comme ça, vous ne vous retrouvez pas. Pourquoi la CEDEAO a sanctionné? Prenons le cas du Mali, simplement. Le premier coup d'État du colonel Goïta, le Mali n'était pas sous sanction. C'est lorsqu'il a fait le deuxième coup d'État que la CEDEAO a décidé que c'en était de trop. Il fallait agir. Le Burkina, à ma connaissance, le collègue là, il n'a jamais été sanctionné. Même avec des coups d'État. Le Niger a été sanctionné parce que on sait tous ce qui s'est passé au Niger, on ne va pas revenir dessus. Donc, brandir l'idée des sanctions inhumaines, bon, c'est leur position. On peut vous parler aussi du cas de la Guinée. J'allais en venir. La vraie difficulté de la CEDEAO se trouve au niveau de la Guinée. Parce que la junte dirigée par le général Doumbouya a pris des engagements. Et ils sont, si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit ici que tous ces militaires ont le même agenda. Le Gabon, le Tchad, le Niger, le Burkina, la Guinée, ils ont tous le même agenda. Celui de garder le pouvoir pour eux. Il n'y a pas autre chose. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes un peu en train de tourner en rond. Vous allez voir. En Guinée, ils vont vers un glissement. C'est comme ça que ça s'est passé dans les autres pays. Comment la CEDEAO réagit vis-à-vis de la Guinée, justement? Justement, le délai, c'est le 31 décembre. Donc, le vrai tournant de la CEDEAO, c'est ce tournant-là. Si la CEDEAO accepte que la Guinée reste dans l'organisation, malgré le fait qu'elle n'a pas tenu ses engagements, il n'y a plus de raison de ne pas laisser les gens de l'AES revenir. Parce que ce sont tous des militaires qui ont pris le pouvoir, mais qui refusent de respecter leurs engagements. Maintenant, un autre point que je voudrais souligner, c'est que l'AES en son sein, il paraît de façon symbolique être un bloc. Mais en réalité, en interne même, il y a des dissensions. Je prends un exemple. Le Niger, il a rétabli ses relations diplomatiques avec le Nigeria. Le général Peter Moussa, chef d'état-major de l'armée nigériane, était au Niger. Ils ont discuté, ils ont décidé de relancer leur coopération dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. L'Algérie que le Mali diabolise à longueur de journée. Le Niger et le Bénin également, ils ont rétabli leurs relations. Aujourd'hui, ça va mieux. L'Algérie et le Mali entretiennent des relations tendues. Mais il y a une délégation algérienne au Burkina avant-hier pour discuter. Donc, vous dites que même au sein de l'AES, chacun parmi eux, on parle haut et fort, mais en réalité, chacun travaille pour son intérêt. Et vous verrez que même s'ils sortent demain, il y aura toujours, on est obligé de discuter parce que les populations, ce sont les premières victimes de cette réalité.
Et il y a des échanges historiques. La Côte d'Ivoire et le Burkina, il y avait un traité d'amitié qui avait été signé sous la présidence du président Gbagbo et du président Blaise Compaoré qui a continué. Voilà. Ça existait. Pourquoi le Burkina a arrêté? On ne sait pas, parce qu'à ma connaissance, la Côte d'Ivoire n'a jamais sanctionné le Burkina, la CEDEAO n'a pas sanctionné le Burkina. Donc il faut tenir compte de ça. Mais les dirigeants de la CEDEAO ont décidé, de l'AES, ont priorisé le hard power pour asseoir leur légitimité. Maintenant, ils sont face à un problème. Est-ce qu'il faut reculer? Est-ce que les populations qui ont applaudi hier le départ fracassant de la CEDEAO accepteraient que le général Goïta ou le capitaine Traoré changent drastiquement de discours? Donc vous êtes pris à votre propre piège. Mais je maintiens, pour moi, il faut continuer de dialoguer. Le professeur Batili, qui avait été nommé comme représentant, doit continuer son travail parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on ne discuterait pas. Votre avis maintenant sur la décision justement de l'AES de laisser les États membres de la CEDEAO, enfin les ressortissants. Vous avez lu le troisième point, non? Oui, on a lu avec Élysée. Quelle est la catégorie des immigrants inadmissibles? Ça, c'est de façon multilatérale qu'on le discute. S'ils veulent discuter de ça, ils reviennent dans la CEDEAO, on en discute. Ou bien, ils font pays par pays. Le Burkina a des frontières avec la Côte d'Ivoire. Les deux gouvernements discutent. Mais ça, c'est nul effet vis-à-vis de la CEDEAO. C'est une manière de se donner de la contenance politique, en fait. Daouda, on vous écoute maintenant pour votre point sur ces deux axes. Je pense que le confrère Guébry a parlé d'escroquerie. D'imposture. D'imposture, c'est bien ça. Moi, je ne parlais pas d'imposture, mais je parlais d'enfumage. Parce que oui, effectivement, c'est de l'enfumage. La création de l'AES. De l'AES, parce que depuis le début de cette crise, je pense qu'on a cessé de le dire aux uns aux autres. Les deux généraux et le capitaine se sont embourgeoisés dans la luxure du pouvoir. Donc finalement, ils ne veulent plus en sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut endoctriner le peuple au maximum. Il faut endoctriner le peuple. Il faut trouver un ennemi. Au début, l'ennemi, c'était la France. La France est partie. Après, l'ennemi est devenu la Côte d'Ivoire. Après, c'est devenu le Bénin et autres. Finalement, ils sont face à la triste réalité. On arrive au point le point de chute de la sortie de l'AES. Parce que dans la chronologie que tu faisais, la vraie chronologie, c'est qu'eux, ils savent que les sommets de la CEDEAO, c'est des sommets ordinaires. La date est connue de tous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent chaque fois. Ils sont les premiers à sortir un communiqué, sorti comme s'ils sortaient ça du chapeau d'un précipitateur ou bien d'un magicien. Ah, ok, désormais, nous, CEDEAO, nous, AES, c'est la libre circulation des biens et des personnes chez nous. Il n'y a pas de visa chez nous, tranquillement. Est-ce que justement, ce n'est pas une décision pour dire à la CEDEAO, on va doucement, on laisse... c'est maintenant qu'ils vont doucement? C'est une question que je pose. Hein. Oui, non, en fait, effectivement, quand je repose la question, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il faut aller doucement. Pourtant, Christelle, ce sont les trois qui ont passé leur temps à parler de réciprocité. Vous vous souvenez du discours mémorable de l'actuel Premier ministre du Mali à l'ONU? Maïga. Vous vous rappelez le discours? Où on bandait les muscles à tout va, on va appliquer la réciprocité à tout le monde, on fait ceci chez nous, on fait ça chez nous. Donc finalement, vous vous rendez compte que le Mali, ça fait bien, j'ai trouvé très bien l'analyse d'Herman, qui parlait de la population malienne, mais quand on fait le ratio, les ratios des populations de l'AES et de la CEDEAO, finalement, quand on fait le ratio, on se rend compte que qui est plus nombreux qui est plus en nombre chez qui? Mais c'est les trois pays qui sont pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire abrite le plus gros contingent. De ressortissants, tu veux dire? De ressortissants, oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu fais finalement? Parce que finalement, tu te rends compte que tu es en train, à cause de ton embourgeoisement du pouvoir, tu es en train de mettre tes populations qui vivent dans ces pays-là en difficulté. Et vous dites que la question sécuritaire pour laquelle ils sont arrivés au pouvoir n'est pas encore réglée. Christelle, qu'on ne me dise pas ça. Quand on me pose cette question, j'ai mal, je souffre, mon âme est en peine. Ah bon? Parce que oui, allez-y dans les trois pays. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, quel était le niveau de sécurité? Aujourd'hui, où nous sommes en 2024, pratiquement à la fin de l'année, quel est le nombre? Faites le constat, faisons le bilan. Finalement, on se rend compte que dans les trois pays, ils sont venus pour la sécurité, mais la sécurité n'y est pas. Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de Bassalogo? Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de l'aéroport de, de Bamako? Vous ne vous rappelez pas de tout ce qui se passe au Niger? La semaine dernière, même au Niger. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quelle sécurité nous parle-t-on? 6 mois plus. Est-ce que ça marchera, cette transition, cette négociation qui va encore s'élargir? Moi, je ne sais pas de quelle négociation parlent les uns et les autres. Christelle, pour rappel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il a fallu 4 ans. 4 bonnes années. Et ça continue encore jusqu'à présent. Pour que la Grande-Bretagne, quand elle a fait le Brexit, il a fallu 4 ans. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini de vider le contentieux. Et donc, quand la CEDEAO te dit aujourd'hui que, OK, on va laisser 6 mois, et comme tu l'as si bien expliqué, il y a du personnel, il y a beaucoup de choses, il y a des institutions, il y a des projets. Il faut vider le contentieux. Et ça ne se vide pas en un claquement des doigts, comme eux ils font pour sortir des communiqués à l'emporte-pièce. Non. Aujourd'hui, moi, de mon point de vue, je vais terminer sur ça. Mon souhait le plus ardent, c'est que le Burkina, le Mali et le Niger restent dans la CEDEAO. Parce que les liens entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et le Niger et les autres pays de la CEDEAO, ce sont des liens séculaires. Tout à l'heure, il parlait du Niger. Il y a des Fulani au Niger. Les mêmes Fulani se retrouvent au Nigeria. Les mêmes peuples sont dans différents pays. Zaoussa également.
Il faut penser à tout ça. Et je pense qu'il est temps pour le peuple burkinabé, pour le peuple malien et le peuple du Niger de se réveiller, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que finalement, les deux généraux et le capitaine n'ont pas la solution. Ils ne sont pas la solution et ils ne seront jamais la solution. Très bien. Herman, apparemment, vous et Guébré avez donc ceux-là qui applaudissaient. Non, je ne crois pas. Qui a mis le tableau. Je pense que on n'est pas comme toi. Je suis habitué à ces convictions. On n'est pas une compétition. On n'est pas une compétition. Messieurs, ça ne sera pas l'objet, c'est rien du tout. Herman, concentrons-nous sur votre point. Si je pouvais avoir trois fois le temps. Herman, revenons un peu à notre affaire, je vous en prie. Ça me fait un peu rigoler. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Lorsque nos analystes ici occultent les faits qu'on a pu observer. Parce que le retrait, la décision de retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, c'est en janvier 2024. Mais avant janvier 2024, il y a eu des faits. Et aujourd'hui, je suis heureux que... Rappelons ces faits-là, quelque chose. Je suis heureux qu'un Bari, par exemple, il ne dit plus que les soldats vont être libérés. On a vu ici que la CEDEAO insistait. La CEDEAO n'a pas eu la même attitude quand ça se passait en Guinée. Le coup d'État. Ouais, comme aussi au Burkina, comme aussi au Mali. Donc je ne voudrais pas... On a vu des attaques avant même que la CEDEAO n'arrive, l'AES n'arrive, les gens viennent au pouvoir. On a vu des attaques répétées ici dans les mêmes zones de conflit qui sont sous l'emprise des mouvements terroristes. Donc je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a eu des raisons quand même qui ont amené l'AES, les dirigeants des pays de l'AES à se retirer. La CEDEAO n'a pas toujours été, on a fait l'analyse ici, le débat longtemps, la CEDEAO n'a pas toujours été cohérente dans ses décisions. L'embargo contre le Mali, qui a tué des populations là-bas, aujourd'hui on peut estimer l'impact économique, l'impact même sociétal de cet embargo sur la population malienne. Mais malgré cela, le Mali, on a mis l'embargo sur le Mali sous embargo économique ici. Laissez-moi terminer. Ne faites pas plus jouer mon bruit. Je suis en train de vous dire que on a vu ça ici. C'est pas mon interview organisée. Vous me laissez terminer mon temps. Puis après, vous pouvez. Ce que j'ai dit, on a vu cela. La CEDEAO a décidé de prendre l'embargo économique sur le Mali. Et c'était la première fois qu'il y a un embargo. On a vu aussi leur attitude en Guinée, toi-même tu le disais. C'est pourquoi tu penses que... En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'embargo en 2010 ? Il dit c'est pas son interview. Là, on lui donne la réplique. Vous allez finir. S'il vous plaît. Moi, c'est tout simplement pour vous dire que les chefs d'État de l'AES, des pays de l'AES, ne se sont pas levés comme ça un matin pour dire qu'on se retire de la CEDEAO sans énumérer des éléments sur lesquels ils se sont fondés. On a donné